Mercredi 17 mai, bienvenue à tous à la une de l'actualité ce soir. Ferkessé-Dougou, Conseil national de sécurité. Il est relatif à l'assistance aux réfugiés en Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 20 000 à avoir fui les attaques terroristes au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, le corps diplomatique et les partenaires au développement se sont réunis afin de plancher sur leur prise en charge. Elle est en mission aux États-Unis. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Elle est en quête d'opportunités pour le pays, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de l'agriculture ou encore de l'entrepreneuriat au profit de la population ivoirienne. Devant les députés, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a présenté le projet de loi sur le code de l'hygiène et de la salubrité. Il vise à fixer les règles relatives à l'hygiène publique et à la salubrité dans les zones urbaines et rurales. Et puis au Nigeria, précisément dans la zone nord-ouest, des hommes armés ont tué au moins 16 villageois dans une région qui, depuis des années, est le théâtre d'attaques de plusieurs groupes criminels. Bonsoir à tous. Ouvrons ce 20h à Ferkessé-Dougou dans le nord ivoirien. C'est là que le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité a initié une réunion relative à l'assistance aux réfugiés burkinabés. À ce jour, selon les chiffres dont dispose l'État de Côte d'Ivoire, ils sont au total 21 792 à avoir fui leur pays frappé par le terrorisme afin de se réfugier en terre ivoirienne. Kader Sogodogo. Fidèle Sarasoro, ministre secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, des membres du gouvernement dont Kwadio Kona Bertha et Nasseneba Touré, des membres du corps diplomatique, des partenaires au développement, des élus et des membres du corps préfectoral des régions du Tchologo et du Bonkani, à l'initiative du Conseil national de sécurité, ont décidé de pencher sur l'assistance à apporter aux réfugiés burkinabés et maliens. Plus de 21 000 à ce jour qui sont entrés en Côte d'Ivoire. Il est bon que nous systématisions notre approche et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions discuter de la question et voir les différents volets de l'aide humanitaire qu'on souhaitera apporter aux réfugiés qui sont aujourd'hui sur le territoire ivoirien. Un huis clos de plusieurs heures et départ pour Niororigué dans le département de Wangolo-Dougou, où un village de réfugiés est en train de sortir de terre. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, mettra tout en œuvre pour faciliter le séjour de ces ressortissants de pays frères qui souffrent des affres du terrorisme. C'est un montant de 233 millions de francs CFA qui sera débloqué rapidement pour assister nos frères. Une visite guidée du site et des mots qui traduisent l'engagement de la Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité, qui est présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé dès le début du mois de février de prendre des dispositions pour que ces réfugiés-là, ces frères de pays amis, se retrouvent dans des conditions adéquates. Nous avons donc, au cours de la réunion de ce matin, examiné les différents aspects liés d'abord à la coordination. Nous avons également examiné les questions d'assistance en vivres et en non-vivres, mais surtout nous avons parlé également de la question de sécurité d'une façon générale. 40 tonnes de riz pour les populations d'accueil et les réfugiés, offerts pour cette visite par le Conseil national de sécurité, et 3 millions de francs CFA, un don du Premier ministre Patrick Hachi. La Côte d'Ivoire reste solidaire de tous. La commission technique mixte de réaffirmation des frontières terrestres et maritimes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est réunie à Grand-Bassam. Durant 2 jours, les membres vont réfléchir sur le mode opératoire pour le démarrage effectif du processus qui vise à adopter la carte consensuelle sur le tracé de la frontière. Ils vont également examiner les activités transfrontalières à exécuter selon le planning de l'année 2023. Amadou Ouattara. Troisième rencontre du genre entre les parties ivoiriennes et ghanéennes a pour objet principal le démarrage effectif du processus de validation du tracé des frontières terrestres communes des deux pays. Since
C'est depuis 2021 que nous nous engageons pour entamer les activités qui nous lient, qui concernent la démarcation. Les deux pays viennent de signer la Convention africaine sur la coopération transfrontalière. Nous allons voir dans quelles possibilités nous pouvons travailler avec ce nouveau document. La décision du tribunal international de la mer sur la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est également au centre des échanges. Le tribunal international du droit de la mer a fixé les coordonnées sur l'espace maritime et ces coordonnées-là permettent aujourd'hui le tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est une décision qui a été prise en 2017 et c'est maintenant que nous sommes en train d'implémenter. Mais avant cela, nous devons nous entendre bien entendu sur une date du dépôt de la carte consensuelle du tracé signée par les deux parties à l'issue de la décision du tribunal. Nous devons aller déposer ces documents-là à New York auprès des Nations Unies. Et également pour la frontière terrestre, aller déposer les instruments de l'accord de Niamey sur la coopération transfrontalière qui ont été ratifiés par nos deux pays cette année. Pour rappel, deux précédentes réunions, respectivement en août et en décembre 2022, successivement à Abidjan et à Accra, ont permis d'installer la commission technique mixte de réaffirmation des frontières terrestres. La présente rencontre va aussi déterminer le programme des activités de la commission au titre de l'année 2023. En ce moment, en mission à Houston, aux États-Unis, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, met en avant les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Plusieurs secteurs d'activité dans son viseur, notamment la formation professionnelle, l'agriculture ou encore l'entrepreneuriat au profit des populations ivoiriennes. Éric Goré est notre envoyé spécial aux États-Unis d'Amérique. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, au Texas, précisément à Houston, pour une offensive diplomatique et économique, accompagnée d'une forte délégation composée des ambassadeurs Touré Brahima et Hippo Désiré, respectivement ambassadeurs de la Côte d'Ivoire aux États-Unis et représentants permanents adjoints de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Également de Enza Camara, consul général de la Côte d'Ivoire à New York. Du docteur Ndri Hyacinthe, consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Texas, et des représentants du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Occasion pour la chef de la diplomatie ivoirienne d'accorder des audiences à de grands groupes prêts à aider la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Nous sortons d'ici en tout cas confiants du support du gouvernement de Côte d'Ivoire et donc nous envisageons venir en Côte d'Ivoire pour donc concrétiser ce dont nous avons parlé ici. Nous avons plus de 40 ans d'expérience aux États-Unis sur les questions de développement des communautés, construction, voilà, tout ce qui est vraiment développement de communautés. Et nous voulons donc apporter cette expertise en Côte d'Ivoire. Une aubaine aussi pour les Ivoiriens de la diaspora. Notre priorité, c'est que nos frères et sœurs aient pour une fois une maison en toute sécurité au pays. Le besoin, il est énorme. Et aujourd'hui, notre gouvernement est en train de nous aider, vous pouvez le constater, avec la ministre qui est venue rencontrer cette grande société qui a déjà fait ses preuves ici et dans le monde. Kandia Kamisoko Camara est déterminé à réussir cette mission. Le gouvernement a un vaste programme de logements, surtout les logements sociaux, pour tous ceux qui sont dans nos villes. Et aussi, nous leur avons parlé de nos projets en termes de formation professionnelle. De leur côté, ils nous ont présenté toutes leurs possibilités, ce qu'ils font en termes de logement, en termes de construction d'aéroports, de centres de santé aussi, centres de formation professionnelle. Nous leur avons expliqué que ce serait une bonne chose qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Plusieurs visites dans le domaine de la technologie, de la formation, de l'entrepreneuriat, de l'agriculture, de l'insertion des jeunes ont permis à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de se faire une idée et surtout de produire ces exemples en Côte d'Ivoire pour le grand bonheur des populations.
Le 7e congrès africain des experts comptables a refermé ses portes à Abidjan, une profession comptable résolument tournée vers le développement dans nos économies a été fortement recommandée. Les comptables africains ont pris l'engagement devant leurs pairs du monde entier de s'adapter aux défis actuels et s'approprier les outils de gouvernance de l'heure. Franck Wadio. 2 journées pleines et plusieurs thématiques parlant de l'impact de la profession comptable sur la gouvernance publique et le capital humain, la pratique du marketing, mais aussi l'intégration de données nouvelles telles l'intelligence artificielle. Bref, une profession comptable plus encline à contribuer à la transformation économique de nos États. Panels de haut niveau et 6 panels thématiques ont permis d'affiner la réflexion. Nous sommes les interlocuteurs privilégiés du monde économique pour les accompagner dans une transformation digitale qui va être majeure, qui va transformer complètement le fonctionnement des économies. La France comme pays invité et contributeur, mais au-delà, 65 pays participants et 1500 délégués. Satisfaction donc pour la Côte d'Ivoire, pays organisateur, mais aussi pour l'organe fédéral, satisfaction traduite par la nouvelle présidente élue lors de ce 7e congrès africain des comptables. À quoi? Ce congrès est l'opportunité offerte de montrer notre importance. C'est à travers nos compétences que l'on pourra hisser haut la barre de l'expertise comptable en Afrique. Il nous suffira juste de maintenir une volonté commune d'excellence. Un appel à l'engagement, c'est aussi le sens des propos du ministre de l'économie et des finances représentant le Premier ministre et le vice-président au patron de la cérémonie. Il y a lieu de saluer les efforts fournis au cours de ces 2 journées qui ont permis d'aboutir à des conclusions pertinentes. Mais au-delà, vos résolutions permettront de dynamiser davantage la profession comptable dans l'accomplissement des acteurs du développement économique par vos conseils avisés et par la production d'informations financières de plus en plus fiables. Le 7e congrès africain des experts comptables a vu la participation de sommités du secteur, dont Asma Resmoki, la présidente de l'IFAC, instance internationale. Une autre rencontre internationale, il s'agit du Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique. Elle est ouverte depuis ce matin à Abidjan. Elle va durer jusqu'au 19 mai prochain. Cette initiative de l'Association internationale de la sécurité sociale est organisée chaque 3 ans. Et pour cette édition 2023, c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie. Pourquoi ce choix? Que gagne la Côte d'Ivoire à abriter un tel événement? Quels en sont les enjeux? Nous avons sur ce plateau la personne indiquée pour répondre à toutes ces préoccupations. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection. Bonsoir, monsieur le ministre, bienvenue. Bonsoir, Madame Fofana. Alors, nous allons retrouver sur place Franck Wadio qui a assisté ce matin à la cérémonie d'ouverture et on se retrouve tout de suite après. Merci, Madame Fofana. Plus de 400 experts, 55 organisations, des membres du gouvernement ivoirien et 3 ministres venus de l'Égypte, du Sud-Soudan et de l'Afrique du Sud pour l'ouverture du Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique. C'est le plus important rendez-vous en matière de sécurité sociale sur le continent. Le président Azman Mohamed et les membres de l'Association internationale de la sécurité sociale ont choisi Abidjan. Un choix judicieux au regard des performances de la Caisse générale de retraite des agents de l'État et de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La Côte d'Ivoire, c'est un État qui se distingue par toutes les actions qui sont menées en faveur de la sécurité sociale. Et parmi les objectifs des forums régionaux, c'est renforcer les liens entre les institutions membres de l'AISS, mais aussi s'attaquer à des problèmes communs qui constituent les principaux défis de la sécurité sociale. Le forum va débattre de questions urgentes, notamment l'extension de la couverture à toutes les couches sociales, l'évolution des besoins de protection des populations. Il sera également question du rôle des patrons des institutions de prévoyance sociale dans le développement des systèmes de sécurité sociale. Ce forum, c'est vraiment une reconnaissance du travail effectué par la Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale. Depuis 2012, il y a eu d'énormes réformes de sécurité sociale. Grâce à l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République voyait que la Côte d'Ivoire est un pays attractif.
Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, la sécurité sociale est un levier majeur du développement. C'est pourquoi chaque individu doit pouvoir jouir d'une protection sociale. 3 jours durant, les participants vont partager leurs réflexions sur l'importance de la sécurité sociale. Voilà, nous venons de le voir dans ce reportage de Serge Koléa. Maître Adama Kamara, vous avez fait l'ouverture ce matin donc de ce forum qui est la plus grande rencontre qui traite des questions de sécurité sociale sur tout le continent africain. Dites-nous, qu'est-ce que cela renferme concrètement? Merci Madame Fofana. Le forum de la sécurité sociale qui vient d'être organisé dans notre pays est un forum qui est d'importance capitale. Il est d'importance capitale en ce que, relativement aux objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment l'objectif 1.3, qui est d'assurer à tous une protection sociale, bien évidemment, ce forum est le bienvenu. Il est le bienvenu en ce que tous ces experts qui se réunissent à Abidjan sont des hommes outillés pour qu'ensemble, nous fassions les retours d'expérience pour pouvoir aborder l'atteinte de cet objectif noble. Alors, comment s'est fait donc le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette rencontre? Il y a peu de temps le Forum international sur la retraite. Est-ce que cela est lié? Le Forum international sur la retraite est un instrument de la protection sociale, à la différence du Forum sur la sécurité sociale qui traite de tous les instruments de protection sociale. Donc, ils sont venus en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a un modèle économique de protection sociale réussi. Et ce modèle-là, c'est celui qui a été impulsé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis 2012, avec les réformes structurelles qui ont été opérées dans le secteur de la sécurité sociale. Et ces réformes structurelles-là ont permis à nos 2 caisses de renouer avec la croissance, de sorte que cette croissance revenue, elles sont à même de payer à date les prestations des assurés. Mieux, elles réalisent des excédents de trésorerie qui leur permettent de pouvoir investir et avoir une autre source de financement de leurs dépenses, en dehors des cotisations qui sont payées par les assurés. Donc, ils sont venus parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, est une école en matière de protection sociale. Alors, est-ce que c'est pour cette raison que nous avons atteint un taux record, on peut le dire, de participation? 400 personnes venues de par le monde pour assister à ce forum. 500, Madame 500, tant pour moi. Il y a eu 500. C'est une édition qui a lieu chaque 3 ans. Oui. La précédente édition date de 2017. Elle devait avoir lieu en 2020. À cause de la Covid, il n'y a pas eu d'édition. Et à la précédente édition, il y avait 250 participants. Mais à l'édition de la Côte d'Ivoire, qui est un pays attractif, nous avons plus de 400 participants. D'accord, vous l'avez dit, jusqu'à 500 participants. 500 participants, c'est majeur. Oui, alors quels sont les enjeux donc de ce forum pour la Côte d'Ivoire au bout de ces 3 jours d'échange? Qu'est-ce que vous attendez? Nous attendons à la suite des retours d'expérience que nous allons nous partager. Et ces retours d'expérience réussis et non réussis, et les innovations au niveau des systèmes de protection sociale dans les différents pays, nous attendons faire en sorte qu'on atteigne l'objectif de développement durable des Nations Unies. Mais en plus de ce que nous souhaitions atteindre, les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui ne sont pas différents des objectifs que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fixés au gouvernement de ne laisser personne de côté. Donc, pour l'atteinte de cet objectif qui colle avec les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce que nous entendons faire, c'est d'amplifier notre communication pour que les nouveaux instruments de protection sociale qui ont cours dans notre pays, à savoir le régime social des travailleurs indépendants,
la couverture maladie universelle et la complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire soient amplifiées. Mais en plus de cela, nous attendons, sur la base des retours d'expérience, nous approprier de nouveaux mécanismes pour permettre de recouvrer à la source les cotisations des travailleurs du secteur informel. Mais surtout, en plus de ça, nous voulons améliorer notre panier de protection sociale avec 1. L'assurance chômage, 2. L'assurance logement, 3. Au niveau des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, leur permettre d'accéder plus aisément aux AT-MP, c'est-à-dire accidents de travail et maladies professionnelles, leur prise en charge. Donc voilà un peu toutes ces perspectives heureuses auxquelles nous entendons aboutir avec le partage d'expériences avec nos collègues qui sont arrivés et les techniciens qui sont arrivés. Et comme je vous l'ai dit, c'est inédit dans l'histoire de l'Association internationale de la sécurité sociale de réunir un tel parterre de sachants au nombre de 500. Les perspectives sont bonnes. Des perspectives très alléchantes, en tout cas, quand on vous entend évoquer l'assurance chômage ou encore la retraite logement. En tout cas, les populations y comptent, on espère pour très très vite. Merci, Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Nous avons eu grand plaisir à échanger avec vous sur ce sujet de la sécurité sociale qui intéresse très fortement les Ivoiriens. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Fofana. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué signé du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, mais sur un tout autre sujet. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 18 mai 2023, le jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. En santé, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, consacre ce 17 mai à la lutte contre l'hypertension artérielle. Plusieurs activités au siège de l'organisation à Abidjan, une séance de dépistage gratuit notamment. Didier Nguessan. L'hypertension artérielle est un problème de santé publique avec 40% de prévalence en Côte d'Ivoire selon les dernières statistiques de 2017. Mais seulement un tiers des victimes en Afrique subsaharienne connaissent leur statut. Parmi eux, 18% suivent un traitement médical selon la conférencière. Il faut modifier son style de vie, donc adopter une alimentation saine, une alimentation qui soit pauvre en sel, pauvre en féculents, riche en fruits et légumes, par exemple, une activité physique régulière. Et l'activité physique, elle se prescrit. Donc le médecin pourra lui indiquer en fonction de sa capacité physique les activités qu'il doit mener et à quelle fréquence. La tension artérielle normale ne doit pas dépasser 14 cm de mercure pour la systolique et 9 cm de mercure pour la diastolique. Elle doit être prélevée au repos dans un environnement calme. Dans le monde, il y a 1 milliard de personnes qui souffrent d'une hypertension artérielle. Et ce qui est frappant, c'est que la moitié de ces gens s'ignorent. Lorsque vous voyez des décès prématurés chez les adultes, pour la plupart, c'est dû à l'hypertension artérielle. Et les conseils sont des mesures simples. Ce sont des mesures hygiéno-diététiques. En termes diététiques, vous le savez bien, il faut consommer moins de sel. La consommation excessive de sel, de sucre, d'alcool et la sédentarité contribuent à la survenance de l'hypertension artérielle. Plus l'âge est avancé, plus le risque d'hypertension artérielle est élevé. Le projet de loi sur le code de l'hygiène et de la salubrité a été présenté par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement devant la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement de l'Assemblée nationale. Bouaké Fofana a détaillé les règles relatives notamment à l'hygiène publique et à la salubrité dans les zones rurales et urbaines. Grâce Kando. Tolérance zéro pour les actes d'incivisme perpétrés par les populations sur la place publique. C'est l'objet du projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Il vient d'être adopté en commission à l'Assemblée nationale. À ce jour, les domaines de l'hygiène et de la salubrité ne bénéficient d'aucune législation spécifique susceptible de permettre une approche globale et efficace de leur gestion
aussi bien par les pouvoirs publics que par le secteur privé. 34 membres présents sur 41 de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement ont donné quitus à ce projet de loi. C'est un code très important pour la santé de nos populations. Il y a eu un certain nombre d'interrogations que les députés ont émises. Le ministre y a répondu pour rassurer les députés. Il nous appartient maintenant, lorsque nous l'adopterons en plénière, de faire en sorte que l'adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, que cet adage-là soit battu en brèche et que nous allions vers les populations. Le gouvernement a sensibilisé énormément sur ces questions-là, d'hygiène publique, de salubrité. Les textes qui légifèrent en la matière sont dispersés en plusieurs endroits, sur des textes sur l'environnement, sur la construction, sur l'assainissement. On a souhaité, mon collègue Pierre Dama et moi-même, regrouper toute la législation en la matière dans un code, qu'il y a des choses qui sont interdites. L'occupation illégale du domaine public est interdite. Ils savent qu'on ne doit pas rejeter les eaux usées partout. Ils savent qu'on ne doit pas rejeter les eaux de nos toilettes dans les caniveaux. Ils savent que quand on a un restaurant, on doit observer des mesures d'hygiène. Il y a une loi qui réglemente tout ça. Mais ça veut dire que les Ivoiriens pourraient aller en prison ou payer des amendes lourdes pour des manquements à cette loi. La loi, quand elle sera votée, nous avons une période de 12 mois pour encore communiquer avec les Ivoiriens, les sensibiliser. Et à partir de là, elle va s'appliquer. Le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité est subdivisé en 6 titres composés de 18 chapitres. Et on parle d'autonomisation avec la promotion des associations de valorisation et d'entraide communautaire. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé au lancement officiel du projet de mise à l'échelle nationale, direction Adzopé dans la région de Lamé, avec Michel Mambo-Sogodogo. Épargner, devenir autonome et être solidaire des autres. Le sens des AVEC. Depuis leur avènement en Côte d'Ivoire en 2002, avec l'appui de Care International, les associations de valorisation et d'entraide communautaire ont considérablement contribué à l'autofinancement local pour la réalisation d'activités génératrices de revenus et la consolidation des liens de solidarité entre les membres. À cette date, le volume des épargnes est d'environ 3,355 milliards de francs CFA et 1,884,920 francs de frais de prêt qui ont été mis à la disposition des membres. L'expérience de la Côte d'Ivoire fait école. Victorine Ndeye, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire du Sénégal, à la tête d'une délégation, est venue s'en inspirer. Nous sommes venus nous inspirer de l'organisation, de la structuration et du cadre législatif qui existe en Côte d'Ivoire. Des résultats satisfaisants qui amènent la Côte d'Ivoire à étendre les AVEC aux 31 régions et aux districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Pour nous, le plus important, ce n'est pas d'installer une AVEC, c'est de la faire fonctionner, c'est de permettre aux bénéficiaires de pouvoir se prendre en charge. Nous avons à ce jour 605 agents communautaires sur toute l'étendue du territoire, ce qui nous permet d'avoir un meilleur suivi de l'installation des AVEC et du fonctionnement des AVEC. Florence Tachi, marraine de la cérémonie de lancement officiel de mise à échelle nationale des AVEC, dit placer beaucoup d'espoir en ce projet. Depuis 2019-2020, j'ai soutenu 484 AVEC dans notre région. Parce que je crois fermement en ce précieux instrument d'autonomisation financière des jeunes et des femmes. Après la phase pilote expérimentée en 2020 dans 331 villages bénéficiaires, soit 7 régions du projet couvrant 22 000 ménages, objectif visé désormais 25 965 AVEC à l'horizon 2025. Et nous changeons de cadre pour parler du concours international de dictée. Les lauréates du Congo pour la Côte d'Ivoire ont été reçues par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Elles vont prendre part à la phase finale le 21 mai prochain au Canada. C'est Forazegui. Elles ont été classées première et deuxième au concours international de dictée dénommé la dictée PGL
organisée par la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Ces élèves en classe de CM1 et CM2 iront représenter la Côte d'Ivoire au niveau mondial. Une joie qu'elles partagent avec leur ministre de tutelle. C'est une grande fierté pour moi parce que je représente mon pays dans un autre continent et ce que je voudrais donner à mes amis qui lisent beaucoup parce que la dictée n'est pas une matière difficile. Je suis très heureuse de partir représenter mon pays au Canada parce que c'est une charge et je suis sûre que je vais faire tout mon possible pour ramener le trophée en Côte d'Ivoire. L'année dernière, l'équipe ivoirienne a ramené la médaille d'argent en se classant à la 2e place au niveau mondial pour sa première participation. Mariatou Kone encourage donc les candidates de 2023 à hisser haut le drapeau ivoirien à Montréal au Canada. Nous sommes très heureux de savoir que le retour de la dictée a fait des émules. Cette année, c'est notre 2e participation et nous avons reçu les enfants pour les encourager et dire que la nation entière compte sur elle. Nous voulons un système éducatif de qualité. Et la qualité, ça commence là, c'est des enfants du primaire. Cette année, 2400 sélectionnés dans 22 draines du pays ont pris part à ce concours international. Les 2 candidates porteront le flambeau de la Côte d'Ivoire le 21 mai prochain à Montréal, au Canada. Mariatou Kone insiste sur le fait que le concours international de dictée, dénommé la dictée PGL, démontre l'importance de la dictée dans l'apprentissage des enfants et donc l'opportunité de son retour dans les programmes scolaires. 12 sociétés de taxi-compteurs ont été sommées de mettre fin à l'appel public à l'épargne. Le comité de veille sur les activités d'agrobusiness qui les soupçonnait déjà d'arnaque vis-à-vis des populations vient de rendre publiques les conclusions de ces enquêtes. Ces sociétés sont bel et bien en marge de la loi. Lancine Bakayoko nous donne des détails. Les 12 sociétés de taxi-compteurs identifiées n'ont plus le droit de collecter l'épargne publique auprès des populations. Décision du comité de veille sur les activités d'agrobusiness. Selon le comité, sur le plan économique et financier, l'activité de vente de véhicules à crédit n'est pas une offre commerciale ordinaire, mais plutôt une offre de placement financier à moyen terme aux fins d'investissement au bénéfice des sociétés concernées. Les sociétés mises en cause procèdent à un contournement du dispositif réglementaire relatif à la possession préalable de la carte de transport avant l'exercice de leurs activités. Il ressort également que ces sociétés font de l'appel public à l'épargne à travers la publicité qu'elles font. Sur la survenance des risques, le comité de veille note les risques de solvabilité des sociétés concernées, préjudiciables aux souscripteurs, notamment en cas de faillite, saisie des véhicules pour une procédure judiciaire, fuite des dirigeants ou malversation. D'autres risques plus importants pèsent sur l'activité. Des risques de blanchiment, parce que la plupart de leurs activités se font en liquide. Et il y a des risques de contagion du système bancaire, parce qu'au regard des rémunérations qu'elles servent, la population a tendance à retirer ses fonds du système bancaire pour faire ses placements illicites. Dans les prochaines semaines, l'autorité de régulation de transport intérieur devrait procéder à des audits dans les structures de transport mises à l'index. En sport, le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, François-Albert Michia, s'est entretenu aujourd'hui avec les guides religieux. Au centre de leurs échanges, la mobilisation de tous les chefs religieux pour la réussite de ce grand événement du monde du football. Jean-Sylvain Esso. Quelques jours après avoir rencontré la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, le président du COCAN et ses collaborateurs se sont rendus à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour expliquer aux membres du Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire l'importance de la CAN qui se déroulera en janvier-février 2024 et ainsi solliciter l'onction et la bénédiction des hommes de Dieu dans la réussite de cette mission. Le message le plus important, c'est que vous puissiez servir d'intercesseur auprès du Tout-Puissant pour que cette CAN réunisse tous les Ivoiriens
que tout le monde se mobilise derrière le drapeau ivoire, que tout le monde se mobilise derrière les responsables de notre pays, en particulier le président de la République, le gouvernement de Côte d'Ivoire, derrière la Fédération ivoirienne de football, derrière le COCAN, afin que cela soit une réussite, que cela soit une occasion de fraternisation entre nous d'abord Ivoiriens, entre tous ceux qui habitent notre pays et avec tous ceux qui effectueront le déplacement durant cette période. Président des guides religieux de Côte d'Ivoire, Edjemou Blain Jacob, s'est dit heureux de la démarche du COCAN. Notre joie, c'est que vous avez pensé à nous. Dieu seul qui sait qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, sait ce qu'il est pour la Côte d'Ivoire, saura répondre à vos déplacements et vous donner satisfaction pour votre souhait. François-Albert Amicha et son équipe ont surtout rassuré les membres du Forum des confessions religieuses au sujet de l'avancée des travaux dans les villes hautes de la CAN. Dans l'actualité internationale, cette nouvelle attaque meurtrière dans le nord-ouest du Nigeria, des hommes armés ont tué au moins 16 villageois dans une région qui, depuis des années, est le théâtre d'attaques de plusieurs groupes criminels. Ils attaquent les villages, volent le bétail, kidnappent et tuent les habitants. Et je vous redonne lecture de ce communiqué pour terminer. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 18 mai 2023, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne célébration de l'Ascension à toute la communauté chrétienne. Bonsoir à tous.